Alors, j'en suis donc, oui c'est ça, avant de donner la parole donc à notre conférencier, j'aimerais évidemment remercier notre partenaire, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui nous soutient pour notre programmation de conférence. Merci également à l'Institut quantique de Sherbrooke qui nous permet de faire une captation vidéo ce soir. Et donc, on va pouvoir mettre la conférence en ligne dans 1 ou 2 semaines. Donc, si jamais vous voulez la revoir, la revoir et la revoir, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Merci également à l'équipe du Cœur des Sciences. Donc, pour vous servir ce soir, nous avons à la technique Jean-François et Victor. Et à l'accueil, vous avez déjà rencontré Perrine et Coralie. La conférence maintenant. Alors, nous sommes ravis d'accueillir Alexandre Blais. Il est directeur scientifique de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Qui de mieux je pouvais inviter ce soir pour vous? Je suis pas mal fière. Pas mal contente aussi qu'il ait accepté. Donc, en plus d'être directeur scientifique, il a reçu en 2020 la médaille Brockhouse de l'Association canadienne des physiciens et physiciennes, soulignant à la fois son apport théorique et son leadership. Et, parlant de leadership, il a participé à l'élaboration de la stratégie nationale en quantique. Alors, je vais vous laisser avec lui, puis moi, je vous retrouve pour la période de questions. Bonne conférence. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être ici en grand nombre et merci pour l'invitation à venir vous parler. Avec les lumières, en fait, on voit, je ne sais pas si c'est possible de voir un peu moins, pardon, de commencer avec des aspects techniques, mais d'accord, c'est correct, c'est comme ça. Donc j'espère que je vais pouvoir répondre, en fait, aux attentes des gens qui ne comprennent pas la mécanique quantique, qui veulent en apprendre plus, ceux qui pensent avoir le background, et même les 2-3 qui pensent qu'ils pourraient venir faire la présentation. Donc, j'espère que je vais satisfaire tout le monde. Donc, le développement de la physique quantique, en fait, ça arrive du désir de comprendre l'infiniment petit. Donc, sur cette photo-là, en fait, qui a été prise en 1925, on voit Bohr et Einstein, deux des architectes de la théorie quantique, qui débattent de la nature de la réalité, essentiellement. Vraiment, leur objectif, c'était de comprendre la nature à son niveau le plus fondamental. À ce moment-là, comprendre l'infiniment petit, comprendre les particules subatomiques, les atomes qu'on venait juste de commencer à découvrir à ce moment-là. L'objectif de ces deux géants-là, c'était certainement pas d'arriver à des nouvelles technologies. Mais, comme c'est souvent le cas avec la recherche fondamentale, c'est ce qui s'est passé. En fait, la théorie quantique, ou plutôt grâce à la théorie quantique, grâce à la physique quantique, on a maintenant des GPS avec leur horloge atomique. On a l'imagerie médicale, on a le laser. Ces technologies-là, qui sont dans la vie de tous les jours, peut-être que vous avez utilisé le GPS pour venir ici, en tout cas, je sais que moi, j'ai utilisé un GPS pour venir ici, bien, ça sort des laboratoires de physique quantique. C'est la même chose, en fait, avec nos ordinateurs actuels, que je vais appeler aujourd'hui les ordinateurs classiques. Donc, ces ordinateurs-là, en fait, sont basés sur des matériaux qu'on appelle des semi-conducteurs, du silicium. Et pour passer de silicium, matériaux semi-conducteurs, à transistors, qui sont les neurones du cerveau de nos ordinateurs actuels, donc pour passer de silicium à transistor, ça a pris la physique quantique, la mécanique quantique. Donc, le quantique, ce n'est pas seulement la théorie qui nous permet de comprendre la nature à son niveau le plus fondamental, c'est la théorie la plus précise qu'on a développée pour comprendre la nature. C'est aussi une théorie qui a transformé la société. Donc, les cas d'innovation dont je vous ai parlé là, vraiment, c'est une transformation complète de la société grâce à ces technologies-là. Ce qu'on sait par contre maintenant, c'est qu'on peut faire encore beaucoup plus. On sait que si on exploite plus activement les phénomènes quantiques, on peut arriver à des technologies quantiques révolutionnaires, qui ont le potentiel de, encore une fois, transformer la société. Puis donc, il y a plusieurs de ces technologies-là en émergence, et celle dont on entend parler le plus, c'est l'ordinateur quantique, qui est au cœur de la présentation d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que le quantique peut aider les ordinateurs, au-delà de ce que j'ai déjà dit pour le silicium? Donc, le quantique a déjà aidé les ordinateurs. Comment on peut faire plus? Comment est-ce qu'on peut accélérer massivement les calculs en utilisant les effets quantiques? Pour répondre à cette question-là, en fait, il
qu'il faut revenir un peu à la base de comment nos ordinateurs fonctionnent. En fait, nos ordinateurs, c'est des machines, nos ordinateurs actuels. Ce sont des machines qui traitent des 0 et des 1. Donc, mon ordinateur ici traite des 0 et des 1 qui sont interprétés comme des images. C'est ça qui est projeté à l'écran en ce moment. Quand on parle au cellulaire, c'est transformé en 0 et 1. C'est ça qu'on s'échange cellulaire à cellulaire. Donc, vraiment, nos ordinateurs modernes sont des machines à traiter des 0 et des 1. Dans ce laptop-là ou dans vos téléphones cellulaires, il y a quelque chose comme des milliards, 6, 7, 10 milliards de transistors, donc de 0 et de 1, qui sont manipulés à la seconde. Okay? Et chacun de ces transistors-là prend la valeur soit 0 ou soit 1. Ce qu'on sait maintenant, c'est que grâce aux effets quantiques, ça c'est démontré quotidiennement dans les laboratoires à l'Université de Sherbrooke, à l'Institut quantique, mais aussi partout à travers le monde maintenant, on sait qu'on est capable de créer des dispositifs où l'information n'est pas seulement 0 ou 1, mais elle est 0 et 1. C'est là qu'on passe dans le monde quantique. La signification de cet énoncé-là, d'un point de vue mathématique, est extrêmement claire. On sait exactement, s'il y a des étudiants de physique quantique ici, vous savez exactement ce que je veux dire par ça. On appelle ça les superpositions quantiques. Comprendre intuitivement cet énoncé-là peut être plus difficile. 0 et 1, en fait, si on extrapole ça à notre monde quotidien, c'est un peu comme dire que moi, je suis ici en train de vous parler, puis en fait, je suis à la maison en train de souper à Sherbrooke en même temps. C'est comme dire que les lumières ici sont allumées, puis en même temps, elles sont fermées. Donc, quand on prend, en fait, les phénomènes quantiques, puis on les extrapole à notre échelle quotidienne, ça devient farfelu, absurde, difficile à comprendre, pas intuitif en tout cas. Mais peu importe, c'est comme ça que la nature fonctionne à son niveau le plus fondamental. Ça, c'est vérifié quotidiennement. Donc, on est capable de créer des dispositifs, puis on va en regarder tout à l'heure, où on peut avoir des électrons qui se promènent dans un sens, et en même temps, ces mêmes électrons-là se promènent dans l'autre sens. Les mêmes électrons dans un sens et en même temps dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle les superpositions quantiques. Donc, on passe de 0 ou 1 à 0 et 1. OK, excellent. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change d'avoir cette possibilité-là? Comment est-ce qu'on peut accélérer des calculs grâce à ça? Puis pour ça, pour comprendre ça, en fait, je vais vous demander d'entrer dans cette bibliothèque-là avec moi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le premier. Puis, je vais venir cacher dans une des pages d'un des livres une petite note, un bout de papier. Puis ensuite, je vais vous demander de rentrer et de trouver où est-ce qu'elle est, cette note-là. Okay? La méthode que vous allez utiliser, c'est la même méthode que nos ordinateurs actuels, que j'appelle les classiques, encore une fois, dans cette présentation-là, utilisent. Vous allez prendre livre par livre, page par page, vous allez passer à travers. Vous allez faire une recherche séquentielle, puis éventuellement, vous allez trouver la note. Ce n'est pas très efficace. À l'opposé, un ordinateur quantique, en profitant des superpositions d'états, du fait que chacun des bits, des transistors quantiques, on appelle aussi des qubits, un terme qui va revenir souvent dans la présentation. Donc, chacun de ces transistors quantiques-là, de ces qubits-là, peut être dans la superposition 0 et 1. L'information est dans une superposition 0 et 1. Ça veut dire, dans notre analogie, ça veut dire que l'ordinateur quantique va utiliser une autre approche, c'est qu'il va consulter simultanément toutes les pages de tous les livres. Donc, vous pouvez voir l'avantage de faire ça. Donc, plutôt que regarder page par page, l'ordinateur quantique, c'est comme s'il ouvrait simultanément toutes les pages de tous les livres. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'en un coup, l'ordinateur quantique va trouver la réponse. Non, l'ordinateur quantique doit utiliser d'autres effets quantiques qu'on appelle l'interférence ou l'intrication, notion qui a d'ailleurs valu le prix Nobel cette année à 3 physiciens pour avoir testé ces idées-là il y a quelques décennies maintenant. Là. Donc, en utilisant ces effets quantiques-là, l'ordinateur quantique est capable d'arriver à trouver la réponse à notre question beaucoup plus rapidement.
La question que vous avez probablement, c'est à quel point c'est plus rapide? Ou d'une certaine façon, combien de pages, de combien de livres dans cette analogie-là je suis capable de regarder en même temps avec mon ordinateur quantique? Bien, la réponse à ça, en fait, on l'a, puis elle est assez simple. C'est que si j'ai un ordinateur quantique qui a n, un nombre n vaut 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à un certain nombre, qubits, donc transistors quantiques, bien, le nombre de combinaisons qu'on peut consulter simultanément, c'est 2 puissance n, 2 à la n. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, n fois. OK? Donc 2 à la n, ça augmente rapidement. Puis pour comprendre ça, en fait, regardons un exemple. Disons que j'ai un ordinateur quantique de taille modeste qui a 300 transistors quantiques, qui a 300 qubits. Vous vous rappelez, cet ordinateur-là a probablement 10 000, je ne connais plus pas le nombre, je devrais aller voir sur la page web d'Apple, je ne vais pas leur faire de la publicité, mais en tout cas, pour voir combien exactement il y a de transistors, probablement quelque chose comme 10 milliards. Donc, je prends un ordinateur quantique de taille très modeste ici, 300, puis vous allez voir qu'il existe en ce moment des ordinateurs quantiques en opération plus grands que ça, là, déjà. Donc, j'ai 300 qubits. Combien de pages dans notre analogie je peux ouvrir et regarder en même temps? 2 à la 300. Essayons de visualiser ce que ça veut dire, 2 à la 300. Donc, commencez, puis c'est pas facile, en fait. Parce que 2 à la 300, c'est plus que le nombre de gouttes d'eau dans les océans de la planète. Puis en fait, ça, c'est vraiment pas la bonne échelle de grandeur. 2 à la 300, c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers visible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si je prenais chaque atome de l'univers visible, chaque atome qui nous compose dans la salle, dans la Terre, dans le système solaire, dans l'univers visible, et je déclare que chacun de ces atomes-là, c'est un transistor qui manipule l'information dans un ordinateur classique. Okay? Je construis un ordinateur classique qui utilise toute la matière de l'univers. Bien, cet ordinateur-là, qui utilise toute la matière de l'univers, ne peut pas consulter, dans notre analogie, autant de pages, autant de livres en même temps que mon ordinateur quantique à 300 qubits. C'est ça qu'on veut dire par, pardonnez-moi l'expression, un saut quantique dans les possibilités, là. Donc, un ordinateur quantique a accès à ce vaste potentiel-là qui serait complètement impossible pour un ordinateur classique. On ne peut pas imaginer une amélioration de la technologie classique qui nous amène à ça. On n'a juste pas la matière dans l'univers pour le faire. D'accord? Donc, vraiment, l'ordinateur quantique, c'est un changement de paradigme complet. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait, un ordinateur quantique ou le quantique, de façon plus générale? Ça rend l'impossible possible. Donc, ça permet d'accélérer certains calculs. Le quantique aussi, je vous ai parlé qu'il y a d'autres technologies quantiques en émergence. Bien, il y en a une, c'est les matériaux quantiques, des nouveaux matériaux qui ont des propriétés dues au quantique, des propriétés qu'on pourra exploiter dans des nouvelles applications. On a aussi des senseurs quantiques qui sont plus sensibles à leur environnement. Si vous pensez au nombre de senseurs que dans cette pièce-là, quand vous prenez votre téléphone puis vous le tournez, tout d'un coup, l'image change. Il y a un senseur qui se rend compte que, l'image, le téléphone a physiquement bougé. Dans votre voiture, vous avez des senseurs pour les airbags, aidez-moi. Coussins gonflables. Merci. Il y a des senseurs ici pour si jamais il y avait de la fumée. Donc, des senseurs, ça nous entoure partout. On peut avoir des senseurs plus précis. On a aussi de la communication basée sur les effets quantiques, qui sont la communication qui serait impossible à briser, donc la communication absolument sécure. Okay. Donc, toutes ces technologies-là sont en émergence, sont étudiées. Puis en fait, ce n'est pas de la science-fiction. Si aujourd'hui, on n'a pas un ordinateur quantique, puis je vais revenir sur ça, qui est capable de résoudre tous les problèmes qu'on aimerait résoudre encore, il y a encore beaucoup de travail à faire là. Pour les autres technologies quantiques dont je viens de mentionner, bien, c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus mature. Par exemple, la communication quantique, bien, en ce moment, en fait, il y a un satellite qui a été lancé en 2017 par le gouvernement chinois qui permet de faire de la communication quantique absolument sécure entre deux villes chinoises séparées par des milliers de kilomètres. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est en ce moment en orbite, et on peut faire ça.
Le gouvernement canadien va envoyer d'ici quelques années aussi son propre satellite de communication quantique, et même chose pour l'Europe. Puis en fait, au Québec, on peut être très fiers de ça, en fait, parce qu'on a des pionniers de l'information quantique, en particulier à l'Université de Montréal, Gilles Brassard, qui est avec Charles Bennett d'IBM, les deux premiers qui ont énoncé ce concept-là de communication quantique absolument sécure en 1984. Vraiment des pionniers du domaine. Donc, on peut en être très fiers. Si on revient à l'ordinateur quantique, qu'est-ce qu'on peut espérer faire avec un ordinateur quantique? En fait, il y a plusieurs choses. On peut, par exemple, c'est seulement quelques exemples ici, là, on peut accélérer certains problèmes d'optimisation. Donc, par exemple, je suis Air Canada, puis tout d'un coup, on me dit qu'il y a certaines classes d'avions qu'on ne peut plus voler. C'est un exemple que j'utilisais il y a quelques années qui parlait un peu plus, là. Donc, tout d'un coup, il y a certains avions qu'on ne peut plus faire voler. Bien, tout d'un coup, il faut que je réachemine tous mes passagers, tous mes avions, tous mes employés. Des problèmes d'optimisation extrêmement complexes. Un ordinateur quantique peut traiter plus rapidement des problèmes de plus grande taille. On peut aussi imaginer des applications en intelligence artificielle et, peut-être sans surprise, un ordinateur quantique peut aussi aider à modéliser des systèmes quantiques plus efficacement. Pourquoi on voudrait faire ça? Bien, évidemment, comme chercheur, c'est super. Je m'intéresse beaucoup à modéliser des systèmes quantiques. C'est ça mon travail. Donc, un ordinateur quantique, ça va être un super outil pour la recherche. Peut-être qu'on va trouver des nouveaux matériaux quantiques avec ça. Mais certainement, on peut penser à accélérer le développement de médicaments. Pourquoi? Bien, parce qu'une étape importante, une étape cruciale, en fait, et très coûteuse dans le développement de nouveaux médicaments, c'est la simulation par ordinateur des molécules candidates. Donc, pourquoi on voudrait faire ça? Bien, c'est parce que synthétiser toutes ces molécules-là, ça serait très, très long, très coûteux. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça. Les compagnies ne peuvent pas se permettre de faire ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simuler sur ordinateur les propriétés des molécules qui pensent pour être des médicaments. Bien, ça donne que ça, c'est un problème extrêmement compliqué. Par exemple, pour ceux qui savent lire les molécules, peut-être que ça vous dit quelque chose, ça. On voit ici une molécule avec hydrogène, carbone, oxygène, azote. Donc, ceux qui connaissent les symboles chimiques. Ceux qui ne connaissent pas ça, ce n'est pas tellement grave. C'est la dernière slide qui a cette information-là. Mais peut-être que certaines personnes reconnaissent cette molécule-là. Est-ce que quelqu'un est capable de dire qu'est-ce que c'est? Pardon? Exactement. Donc, c'est la caféine. Bien, je vous mets au défi d'enlever un des atomes de cette molécule-là, puis de risquer, au péril peut-être de votre vie, d'ingérer cette molécule-là. Hein, si on prend une molécule, par exemple de l'aspirine, puis on enlève un seul atome, c'est plus de l'aspirine, c'est une autre molécule, c'est peut-être un poison. Donc, changer d'un seul atome une molécule, c'est-à-dire changer les propriétés quantiques d'une molécule, c'est d'en changer ce que ça fait, cette molécule-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut simuler ces molécules-là au niveau quantique, quelque chose qu'un ordinateur quantique va nous permettre de faire beaucoup plus rapidement, en profitant naturellement de tous les effets quantiques qu'il sait bien simuler. La caféine, c'est un exemple très simple. Ça donne qu'on ne peut même pas la simuler en ce moment efficacement, complètement sur un ordinateur classique. C'est trop compliqué. Imaginez si on s'intéresse à quelque chose comme ça, à une enzyme qui a des centaines et des centaines d'atomes. C'est mission impossible avec nos ordinateurs actuels, quelque chose qu'un ordinateur quantique, on espère, va pouvoir nous permettre d'attaquer. Okay. Donc, un ordinateur quantique, c'est quelque chose qui rend l'impossible possible, qui permet de faire des calculs qui sont d'intérêt concret pour la société, qu'on n'est en ce moment pas capable de faire, malgré la puissance incroyable de nos ordinateurs actuels, puis maintenant, on pourra s'attaquer à ces problèmes-là. Ça, c'est le rêve. Où est-ce qu'on en est maintenant? C'est quoi l'état de l'art pour les ordinateurs quantiques? Où est-ce qu'on en est? Bien, on n'en a pas encore aujourd'hui d'ordinateur quantique qui nous permet de simuler ces molécules-là de façon efficace. On peut, comme je vous l'ai expliqué, simuler des molécules déjà, des molécules plutôt simples. Ça fonctionne, mais on n'est pas encore, comme vous allez le voir, rendu à résoudre des problèmes d'intérêt commerciaux, si vous voulez. Donc, c'est quoi l'état de l'art? Il y a plusieurs approches à la construction d'un ordinateur quantique qui
qui sont étudiés en ce moment, simultanément, par plusieurs groupes à travers la planète. Ces noms-là, ces architectures d'ordinateurs quantiques prennent toutes sortes de noms. Les circuits supraconducteurs ou qubits supraconducteurs, les ions piégés, où chaque qubit, ça devient un seul atome. Les qubits de spin, ou les qubits qui utilisent les photons, les particules de lumière. Donc, toutes ces approches-là sont étudiées un peu partout à travers la planète. Puis, entre autres, si on regarde à ce qui se passe à l'Institut quantique, on s'intéresse, dans notre cas, aux qubits supraconducteurs et aux qubits de spin. Ces recherches-là, en fait, ont de l'impact sur des compagnies un peu partout à travers la planète. Il y a des grands joueurs, les Google, IBM, Amazon de ce monde. Honeywell, vous avez peut-être un thermostat Honeywell à la maison. Donc, cette compagnie-là travaille aussi sur l'information quantique. Donc, c'est très vaste comme compagnie qui s'intéresse à ça. On a aussi des startups sherbrookoises, Nord Quantique, montréalaises, Agnon, qui s'intéressent au développement de ces ordinateurs-là. Parce que mon propre intérêt de recherche, c'est les qubits supraconducteurs, puis parce que vous êtes un auditoire captif pour la prochaine demi-heure, c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Donc, allons un peu vers les supraconducteurs. Peut-être que le mot supraconducteur, en fait, ça ne vous dit rien pour certaines personnes. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot-là. En fait, qu'est-ce que c'est un supraconducteur? L'aluminium, c'est un supraconducteur. Donc, un supraconducteur, c'est un matériau que si on le refroidit suffisamment bas, sous une certaine température, qu'on appelle la température critique, pour l'aluminium, ça donne à être 1 degré Kelvin. Ça veut dire environ moins 272 degrés Celsius. Très froid. Mais on sait faire ça maintenant. Ça prend un frigo. Pas un frigo comme à la maison, mais c'est une boîte qu'on achète. Ça coûte environ $500 000. On pèse sur un bouton, puis quelques heures après, c'est à cette température-là, même beaucoup plus froid. Donc, atteindre ces températures-là, ce n'est pas un défi du tout. Il s'agit d'avoir $500 000 pour faire la recherche. C'est pour ça aussi que faire cette recherche-là, c'est des investissements importants. On ne peut pas s'inventer, OK, moi je suis un expert maintenant en quantique. Ça prend des investissements massifs qui se construisent d'année en année. Donc l'aluminium, en fait, sous cette température critique-là, change complètement de propriété. L'aluminium, si on essaie de faire passer un courant à travers l'aluminium, quand il devient supraconducteur, il n'y a plus aucune résistance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est si je prends une ampoule incandescente, une ampoule standard, là, comme celle qu'on a de moins en moins dans nos maisons, mais vous savez quand même de quoi je parle. Qu'est-ce que c'est une ampoule? C'est un petit fil dans lequel on fait passer un courant. Il y a de la lumière qui s'émet parce qu'il y a de la résistance. Le courant, il y a une résistance au passage du courant électrique, des électrons. Ça crée de la chaleur. Cette chaleur-là crée de la lumière. Si j'utilisais une ampoule avec un fil d'aluminium supraconducteur, il ne ferait pas de lumière parce qu'il n'y aurait pas de résistance. Okay? Donc, c'est ça le passage à l'état supraconducteur. Donc, on va profiter de ça. Ça donne que les supraconducteurs, l'état supraconducteur, c'est un état quantique. On peut seulement comprendre ça grâce à la physique quantique, c'est cet état de la matière-là. Donc, c'est une super bonne façon pour commencer à construire un ordinateur quantique. On part déjà avec quelque chose qui est très, très quantique. Passons à travers une petite échelle du temps du développement de ces ordinateurs-là, de 1980 à aujourd'hui. Donc, en 1981, il y a le physicien américain Richard Feynman. Peut-être que, je ne sais pas si tout le monde est capable de lire la citation, je n'oserais pas utiliser tous les mots en public qu'il utilise dans cette citation-là, mais je trouvais que c'était quand même assez intéressant pour la mettre. Là. Il y a Feynman qui avait un langage très coloré. Là. Donc, il nous dit en gros que c'est très difficile de simuler les systèmes quantiques. Si j'avais un autre système quantique qui était capable de simuler, j'étais capable de simuler un système quantique en utilisant un autre système quantique, c'est-à-dire un ordinateur quantique, ça serait pas mal plus rapide. C'est vraiment juste une pensée qu'il y avait comme ça. Puis il finit par dire, ça a l'air vraiment compliqué à faire, donc c'est vraiment intéressant. On est d'accord avec lui. Donc ça, c'est l'idée. Ça reste au niveau de l'idée, comme ça, jusqu'à peu près donc milieu des années 90, quand Peter Shor, un mathématicien américain, trouve en fait, réalise qu'il est possible de factoriser
des nombres efficacement avec un ordinateur quantique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je vous donne 15, ces deux facteurs premiers sont 3 et 5. Donc, la factorisation, c'est l'inverse de la multiplication. 15, 3 fois 5, 3 fois 5 donne 15. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est que si je vous donne des chiffres de plus en plus gros à factoriser, vous allez vous rendre compte que rapidement, vous ne suivrez plus. Par contre, la multiplication, c'est facile. Donc, la factorisation, c'est un problème qui est compliqué d'un sens, facile de l'autre. Puis cette asymétrie-là dans la difficulté, en fait, c'est exploité pour encrypter l'information quand on achète en ligne. Quand vous voyez un petit cadenas en ligne, quand vous allez acheter quelque chose sur Amazon, ça utilise l'encryption utilise le fait que c'est difficile de factoriser. Si soudainement c'est facile de factoriser, c'est facile de décrypter. On peut comprendre qu'à ce moment-là, les yeux pas tout le monde à ce moment-là, mais en tout cas au moins de certains gouvernements sont « Oh, est-ce que c'est possible ça? Parce que moi j'ai des secrets que j'aimerais continuer à envoyer. » Et peut-être même que mes adversaires, que j'ai envoyés par le passé, puis que mes adversaires ont enregistré en attendant d'être capables de les décrypter, bien, s'ils ont un ordinateur quantique, ils vont être capables de faire ça. Donc, danger. Donc, à ce moment-là, les yeux du monde sont tout d'un coup tournés vers l'ordinateur quantique, puis il y a plusieurs gouvernements qui se demandent simplement, est-ce que c'est possible, ça? Donc, je vais financer de la recherche, au moins pour essayer de comprendre, est-ce que c'est possible, en principe, l'ordinateur quantique? Puis ça commence donc à ce moment-là. Puis on avance en 1999, quand une équipe de NEC au Japon réalise le premier transistor quantique supraconducteur, le premier qubit supraconducteur basé sur de l'aluminium, justement, des circuits électriques fabriqués en aluminium. Puis vous voyez une photo ici de à quoi ça a l'air, ces circuits-là. Il y a une échelle de grandeur aussi, vous voyez, 1 micromètre, la petite barre noire qui est là, c'est 1 millionième de mètre. Donc, ce sont des petits circuits. Pas aussi petits, par contre, que nos transistors, qui sont plutôt actuels, qui sont plutôt dans les échelles du nanomètre. C'est des petits circuits, mais qu'on peut microfabriquer avec des techniques assez standards. OK. Donc, ça, c'est le premier qubit supraconducteur en 1999. C'est d'une certaine façon, ça, la fin du premier ère, que j'appellerais. C'est l'ère très, très exploratoire. T'sais, OK, il y a le concept. On réalise peut-être que ça pourrait être utile, puis ensuite, OK, il y a les premiers balbutiements à réaliser ces idées-là. Commence la deuxième ère, si vous voulez, puis c'est là, en fait, c'est la seule fois que je vais vous parler de moi, mais c'est là que j'entre en jeu, dans le fond, où, avec une équipe, on développe ce qui s'appelle l'électrodynamique quantique en circuit. Puis l'électrodynamique quantique en circuit, en fait, c'est pour utiliser le terme anglais, le blueprint ou le plan pour comment construire un ordinateur quantique. Okay? Donc, on a pour la première fois les idées de, OK, voici toutes les composantes que ça prend, comment les assembler pour faire quelque chose qui ressemble à un ordinateur quantique basé sur les supraconducteurs, puis quelque chose qui semble réaliste. Ça, c'est 2004. En 2007, on introduit ce qui s'appelle le transmon, qui est le qubit supraconducteur qui est en ce moment utilisé par les grandes compagnies. Puis en utilisant ces idées-là, le transmon, et cette espèce de plan-là sur comment assembler des circuits pour en faire un ordinateur quantique, on réussit à faire un premier calcul quantique en 2009 sur 2 qubits, 2 transistors quantiques. Je vous garantis qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça. C'est vraiment juste une preuve de concept. On a, OK, en mettant ces idées-là ensemble, on est capable de faire quelque chose. Et pour moi, en fait, ça finit une autre ère, c'est l'ère de l'artisanat quantique, dans le fond. C'est l'ère du macramé quantique. On a des petites équipes qui travaillent ensemble pour imaginer des choses, comment ça pourrait fonctionner. À partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus sérieux. Je prends une pause pour vous dire que si vous voulez voir de quoi ça a l'air, ces circuits-là, en fait, j'en ai un avec moi. Donc, on en a un ici. Puis, si vous voulez, vous allez avoir la chance, après la présentation, si ça vous intéresse, de venir le voir. Donc, c'est un dinosaure. Je vais vous laisser, en fait, je vais vous donner la réponse, mais votre défi, si vous venez de voir, c'est de comprendre, de voir combien de qubits. La réponse, c'est 4.
Ces qubits-là, en fait, vous allez être capable de les voir à l'œil nu. C'est des circuits suffisamment gros pour ça. Ce que vous allez voir, en fait, c'est que dans chacun des 4 coins, vous allez voir une petite pièce métallisée au centre, un petit carré. Si je suis capable d'utiliser mon pointeur, oui, un petit carré ici. Puis si vous allez voir, si vous regardez ça, vous allez voir 4 coins, tac, tac. Sur ces 4 coins-là, en fait, il va y avoir un objet qui fait environ 300 microns. Puis 300 microns, c'est assez gros pour qu'on le voit à l'œil nu. Fait que si vous regardez l'objet comme ça à travers la lumière, vous allez voir très clairement les 4 qubits supraconducteurs de cet ordinateur quantique dinosaure-là. La magie, et ça, ce n'est pas quelque chose que malheureusement on pourra rentrer dans cette discussion-là ensemble aujourd'hui, mais la magie de ces circuits-là, en fait, c'est ce qu'on appelle la jonction Josephson. Tous les qubits supraconducteurs utilisent des objets qui ont de l'air de ça, pas très jolis, mais c'est vraiment la magie qui permet d'utiliser ces systèmes-là pour le calcul quantique. On pourra en parler plus tard si vous voulez. Donc, si vous voulez venir à la fin, vous pourrez voir ça. Donc, justement, on arrive à la fin de cette ère-là de macramé quantique, d'une certaine façon, là, de l'artisanat quantique, où on sait comment mettre des choses ensemble. Puis tout d'un coup, ça s'accélère, ça devient pas mal plus sérieux, où là, les grandes compagnies, les IBM, les Google de ce monde disent « OK, ben, c'est à notre tour maintenant, on va travailler à fabriquer ces processeurs-là ». En 2016, IBM met en ligne un premier processeur quantique vraiment minuscule, mais à 5 qubits. Donc, en ligne, avec votre ordinateur, votre téléphone intelligent, vous pouvez vous connecter à un serveur d'IBM et venir programmer ce processeur-là. Donc, tout d'un coup, en fait, on n'a plus besoin d'avoir un PhD en physique ou même d'avoir les frigos nous-mêmes qui vont à très basse température et qui coûtent un $500 000. C'est démocratisé. Tout d'un coup, toutes les personnes, par exemple les étudiants et étudiantes qui suivent des cours de physique quantique, peuvent décider d'aller en ligne puis programmer ces ordinateurs-là pour voir comment ça fonctionne. Okay? On change vraiment de registre, là. En 2019, Google utilise ces idées-là de transmonde puis d'électrodynamique quantique en circuit pour réaliser un processeur à 53 qubits. Et il publie dans Nature un article où il déclare avoir atteint ce qu'on appelle l'avantage quantique. Qu'est-ce que c'est l'avantage quantique? En fait, c'est qu'ils ont utilisé leur petit processeur pour réaliser un calcul qui leur a pris quelque chose comme 300 secondes. Et ces chercheurs-là, chez Google, estiment que réaliser le même calcul sur un ordinateur classique, en fait, pas sur n'importe quel ordinateur classique, sur celui-là, Summit, qui est aujourd'hui le 2e plus puissant de la planète au coût d'un quart de milliard de dollars. C'est difficile à dire. Ces échelles de grandeur-là sont difficiles à comprendre des fois, là. Donc, cet ordinateur-là, ça lui aurait pris 10 000 ans faire le calcul qui a pris 300 secondes aux 53 qubits. Depuis ce temps-là, en fait, d'autres chercheurs ont dit non, c'est pas vrai, ça aurait juste pris 1 an. D'autres ont dit non, ça aurait pris quelques mois. C'est pas grave. On est en train de se demander si 53 qubits faits par une petite équipe à ce moment-là chez Google est à peu près comparable à ça qui est le résultat de décennies de développement, d'investissement, de centaines de milliards de dollars d'investissement par les Intel, les compagnies de ce monde, pour arriver à des ordinateurs de cette taille-là. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut dire par l'avantage quantique. Un petit processeur, maintenant, est capable de rivaliser ça. Il y a un gros bémol à ça. Il est immense, ce bémol-là, puis je vais y revenir, mais le bémol, c'est que le calcul qui a été fait sur cet ordinateur-là n'est pas utile. Donc, il a été inventé, ce calcul-là, par les chercheurs chez Google, juste pour montrer la différence entre quantique et classique. Okay? Il ne résout pas un problème utile. Il faut en arriver là. On n'y est pas. Excellent. Bien, la recherche continue. En 2021, après avoir eu 5 qubits en ligne puis avoir augmenté au fil des années, IBM arrive à 127 qubits en 2021, puis à 433 qubits en décembre dernier. Puis ils annoncent en avoir 1100 quelque chose à la fin de l'année. Okay? Donc, il y a vraiment une accélération de la recherche vers un ordinateur quantique, on espère maintenant, utile. Et d'une certaine façon, on peut mettre ici une autre barrière, une autre fin d'ère. C'est toujours un peu délicat de dire que c'est la fin d'une ère quand on est c'est dans l'ère contemporaine, mais je vais me risquer à le faire quand même. Puis le message que je veux envoyer ici, c'est que
Il y a énormément de progrès. C'est vraiment intéressant de voir ça. Mais si on fait juste mettre ces idées-là, essentiellement ces idées-là là, de l'ère du macramé quantique, puis on essaie d'en mettre plus ensemble, j'exagère, là, il y a beaucoup de développement et d'idées derrière ça, mais quand même, si on fait juste essayer de mettre à l'échelle ces idées-là, on n'arrivera pas, selon l'avis de plusieurs spécialistes, on n'arrivera pas à un ordinateur quantique utile. Ça prend plus que ça. Et l'enjeu avec les ordinateurs quantiques, c'est que nos qubits, malheureusement, sont susceptibles aux erreurs. Donc, nos ordinateurs actuels sont hyper efficaces. Okay? L'information dans les transistors, dans vos ordinateurs actuels, c'est les 0 et les 1, c'est représenté par des milliards d'électrons qui font quelque chose quand c'est dans le code 0. Puis quand c'est dans le code 1, ces milliards d'électrons-là, ils font d'autres choses. Hein? Donc, c'est vraiment des états immenses. Puis s'il y a quelques électrons qui est en code 0 qui décident de faire quelque chose d'autre tout d'un coup, c'est pas grave. On ne vient pas de changer la valeur de 0 à 1. Dans nos systèmes quantiques, on n'a pas des milliards d'électrons qui encodent des 0 et des 1. Ça peut être un seul électron. Puis si cet électron-là décide de changer, c'est foutu, l'information est perdue. Donc, les qubits ont tendance à faire des erreurs. Ça, c'est compris depuis le début. En fait, c'est même Peter Shor qui l'avait compris que c'est correct parce qu'on peut faire de la correction d'erreurs. On peut venir corriger ces erreurs-là. Puis c'est là maintenant le grand défi actuel du domaine, c'est faire de la correction d'erreurs. Donc, je reviens à cette idée-là. Ça, c'est ma représentation d'artiste, donc avec peu de talent, mais d'un 0 et d'un 1 en superposition. Donc, fait que j'ai un qubit ou un bit, peu importe. Puis, si j'ai une erreur, c'est fini. N'est-ce pas? Si j'encodais un 0 puis c'est rendu un 1, c'est fini. Donc, il existe des méthodes classiques qui sont utilisées dans vos téléphones pour communiquer l'information pour protéger contre les erreurs. Et ça, c'est la redondance. Si à chaque fois que je veux vous envoyer un 0, je vous envoie 3 0, puis à chaque fois que je vous envoie un 1, je vous envoie 3 1, bien, si vous recevez 0 0 1, vous allez vous dire, ah, il y a des bonnes chances, dans le fond, que l'information qui est envoyée, c'est 0 0 0. N'est-ce pas? Fait que c'est plus probable qu'il y ait eu une erreur qu'il y en a eu deux. Fait que je vais interpréter 0 0 1 comme un 0. Donc, en utilisant de la redondance, on est capable de protéger l'information. Excellent. On peut faire ça aussi dans le cas quantique. La question, c'est combien de qubits, donc de qubits physiques, là ici je vous ai dit qu'il y en a 4 des qubits, dans le processeur d'IBM il y en avait 433. Combien de ces qubits physiques-là je dois mettre ensemble puis les opérer comme un tout commun pour réaliser un qubit corrigé? On appelle ça un qubit logique, un qubit sur lequel il n'y a pas d'erreur, sur lequel je vais pouvoir faire les calculs. Si je veux faire de la factorisation, je ne le ferai pas sur les qubits physiques, eux, ils ont trop d'erreurs. Je vais distiller un qubit parfait d'un ensemble de qubits physiques, puis je vais faire le calcul sur ça. Combien ça en prend? Bien, la mauvaise réponse, c'est qu'on dirait que ça en prend beaucoup. Puis, en fait, dans les estimés les plus pessimistes, un qubit logique pourrait prendre 1000 qubits physiques, peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas exactement le même nombre, mais plus que les qubits physiques ont tendance à faire des erreurs, plus ça m'en prend pour faire un bon qubit. Donc, par exemple, si je veux faire de la factorisation d'un nombre qui a 600 bits, un très, très grand nombre, bien, ça pourrait me prendre quelque chose comme 1 milliard de qubits physiques pour faire ça. C'est super, nos ordinateurs quantiques à quelques centaines, peut-être milliers de qubits, mais on n'est pas rendu à ce niveau-là. Donc, ce que ça prend, en fait, c'est qu'il faut venir corriger ces erreurs-là, mais il faut continuer à améliorer chacune des composantes de l'ordinateur quantique. C'est pour ça que des groupes académiques, comme ceux qu'on a à l'Institut quantique, en fait, ont tout son sens, même quand il y a des géants qui travaillent sur l'ordinateur quantique. Eux, ils mettent ensemble des centaines de qubits, ce qu'on ne peut pas nécessairement faire dans les groupes académiques. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est améliorer chacune de ces composantes-là. Puis ces idées-là, après ça, sont reprises par les géants pour améliorer leur processeur. Donc, la bonne nouvelle aussi, c'est que les premières expériences, en fait, sur la correction d'erreurs sont maintenant réalisées.
En 2022, en fait, avec une équipe de l'ETH Zurich, la même équipe qui a fait ça, on a réussi à faire de la correction d'erreurs sur un processeur quantique que vous voyez à gauche à 17 qubits. Dans ce cas-là, les qubits sont les drôles d'étoiles jaunes. On peut leur faire prendre n'importe quelle forme selon les spécificités qu'on veut leur donner. Dans ce cas-là, c'est des étoiles. Ça fait des belles images. Donc, on a réussi en fait à faire de la correction d'erreurs, montrer qu'il est possible de corriger des erreurs en prenant 17 qubits physiques, puis en les utilisant comme un seul qubit logique. Puis, en fait, aujourd'hui, dans Nature, Google explique avoir fait la même chose avec une 50aine de qubits. Donc, en utilisant ces mêmes idées-là. Donc, c'est un début, mais c'est extrêmement encourageant. OK, donc on est rendu à cette ère-là, donc l'ère de la correction d'erreurs. Puis la prochaine ère, en fait, c'est de faire un processeur quantique utile. Donc, vraiment d'utiliser ces idées-là pour arriver à faire un calcul qui soit d'intérêt. En fait, le rêve, dans le fond, c'est qu'on réussisse, par exemple, à designer un nouveau médicament avec un ordinateur quantique, mais que la nouvelle, ça ne soit pas « on a découvert un nouveau médicament avec un ordinateur quantique », ça soit « on a découvert un nouveau médicament, n'est-ce pas? C'est fantastique. » Puis que l'ordinateur quantique devienne un outil comme un autre, dans le fond. Là. Donc, ça, j'aimerais vous dire quand ça va se passer, mais ça ne se passera pas cette année. D'après moi, ça ne se passe pas dans 5 ans. Puis si vous me demandez est-ce que ça se passe dans 10 ans, j'aurais tendance à dire non, mais ma boule de cristal est brisée. J'ai de la misère à vous le dire. Puis quand on me force à donner une réponse à cette question-là, bien, je me trompe tout le temps. À chaque fois, je dis la mauvaise chose, mais à chaque fois, de la même façon, je suis toujours trop pessimiste. Les choses vont toujours plus vite que je pense qu'elles vont y aller. Ça, c'est assez encourageant. OK, ça, c'est l'état de l'art. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de la situation plus géopolitique ou économique autour de ça, parce qu'il y a vraiment une espèce de course vers la Lune, mais maintenant une course vers les technologies quantiques. Puis sans vous inonder de chiffres, on va passer rapidement sur ça. Là. Ce que vous voyez, c'est en millions de dollars américains, les investissements au cours des dernières années. C'est encore une fois, c'est difficile à voir. Là. Des fois, ça, c'est 59 millions en 2012 jusqu'à 2 milliards en 2021 et 2022. Ça, c'est les investissements privés en quantique. Okay? Donc, il y a un engouement très rapide. Là. Il y a eu vraiment des sauts. Peut-être que c'est trop tôt. Peut-être qu'il faut réaliser aussi qu'il y a beaucoup de recherche fondamentale qu'il faut faire. C'est correct d'être très enthousiaste, mais il faut faire attention aussi à trop promettre que ça va se faire dès demain matin. La vitesse à laquelle la recherche fondamentale avance, on ne peut pas prédire ça. Si on pouvait le prédire, bien, ce ne serait pas de la recherche. Les pays aussi, évidemment, s'intéressent au quantique. Tous les pays qui sont en couleur, c'est des pays qui ont des stratégies nationales quantiques ou des investissements importants ou qui participent à des investissements importants. Donc, il y a beaucoup d'investissements publics. Puis, en fait, en 2021, le gouvernement canadien a annoncé une stratégie dont on a parlé un peu dans l'introduction à hauteur de quantique, une stratégie nationale quantique à hauteur de 360 millions pour 7 ans pour le développement des technologies quantiques au Canada. Mais en fait, c'est vraiment au Québec que les investissements sont beaucoup plus intéressants. En fait, le Québec a plus rapidement, le gouvernement du Québec plus rapidement a pris une position plus agressive pour, c'est pas le meilleur mot, mais a vraiment décidé, OK, on y va. Le fédéral, ça lui prenait un certain temps à s'avancer, puis bien avant le fédéral, le provincial a dit, OK, nous, on est là. On a déjà de l'expertise au Québec, on va en profiter. Puis, en fait, au Québec, sans être trop chauviniste, bien, le point focal du quantique, de la recherche en technologie quantique au Québec, ça se passe à l'Université de Sherbrooke avec l'Institut quantique, où on a 40 groupes, en fait, de recherche, puis plus de 300 membres qui travaillent au développement de ces idées-là. Donc, on a vraiment l'excellence en recherche, mais aussi la création de jeunes d'entreprises par nos jeunes chercheurs, nos étudiants, nos étudiantes, les stagiaires postdoctoraux qui sont avec nous. Donc, au fil des années, en fait, c'est un certain nombre d'entreprises qui ont été créées, puis que ça a vraiment créé un écosystème autour de ces efforts-là. On est très fiers aussi de la nouvelle bâtisse, là.
qui est un environnement exceptionnel pour travailler. Mais où je veux arriver, en fait, c'est que cet écosystème-là a été reconnu par le gouvernement du Québec en 2022 avec des investissements publics et privés de 435 millions de dollars, en fait, pour créer à Sherbrooke ce qu'on appelle une zone d'innovation en sciences quantiques et applications technologiques. Donc, c'est déjà d'ici depuis quelques mois, donc c'est en opération. Il y a déjà 13 entreprises dans la zone, donc des grands joueurs, mais aussi des Nord Quantique, SB Quantum, Qubit, des startups sherbrookoises. Puis c'est 150 emplois. Donc, pour un chercheur dans ce domaine-là, c'est assez incroyable de voir que nos recherches, je suis un théoricien, moi je fais des 0 et des 1 sur des bouts de papier, puis je fais des simulations sur ordinateur, puis tout d'un coup, ça veut dire des emplois dans ma ville. Donc, c'est assez intéressant comme situation, là. C'est une situation où la recherche fondamentale devient tout d'un coup de la recherche appliquée, sans qu'on ait changé ce qu'on fait. Si vous voulez en entendre plus sur le quantique, puis sur le développement des technologies quantiques, en apprendre un peu plus sur comment ça fonctionne un ordinateur quantique, c'est quoi vraiment comment on fait ces calculs-là. L'Institut quantique, en fait, avec son initiative des curieux quantiques, a une série de vidéos. Donc, vous avez, à partir de demain, je crois, une nouvelle vidéo qui va s'appeler la bibliothèque quantique. Donc, ça revient exactement à l'exemple que je vous faisais au début. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment concrètement pour un ordinateur quantique faire cette recherche-là dans une bibliothèque quantique? Donc, c'est des vidéos sur YouTube en français et en anglais. Puis, si vous suivez ce lien-là vers le code QR, vous allez avoir accès à ces vidéos-là, Curieux quantique ou Énigme quantique. Si vous voulez vraiment passer à la prochaine étape, et puis vous êtes vraiment, vraiment curieux, bien, en fait, on a un nouveau bac à Sherbrooke en sciences de l'information quantique. Je suis conscient que ce n'est pas tout le monde ici qui va venir s'inscrire dans un bac en sciences, un nouveau bac, mais peut-être que des gens autour de vous sont curieux. Donc, c'est un nouveau bac qui a commencé, en fait, à l'automne 2022, puis qui déjà a sa cohorte d'étudiants. Donc, on est très, très content de ça. OK. Donc, je vous ai parlé du fait que les technologies quantiques, ou plutôt que la physique quantique, ça a transformé la société une fois, dans le fond, on pourrait appeler la première révolution quantique avec laser, GPS, nos ordinateurs actuels. Tout ça, ça émerge de la physique quantique. Ce que j'essaie de vous convaincre, c'est qu'on peut faire encore plus maintenant si on utilise plus activement les effets quantiques. Puis j'essaie de vous expliquer avec l'analogie de la bibliothèque, entre autres, qu'est-ce que je veux dire par effet quantique, c'est quoi l'accélération auquel on peut s'attendre. On a parlé aussi des avancées des dernières années, puis de l'espèce de hype ou de l'engouement qu'il y a en ce moment, où c'est super, mais bon, il faut faire comme attention aux promesses qu'on fait. Mais je vais revenir à cette image-là. Tout ça, en fait, ça vient de la curiosité. Ça vient des géants, donc du début du dernier siècle, qui se demandaient comment est-ce que ça fonctionne la nature. Comment est-ce que la nature fonctionne vraiment à son niveau le plus fondamental. Puis en répondant à cette question-là, en fait, on change le monde. Puis je pense que ça, c'est une des beautés de la recherche fondamentale. C'est qu'on ne voit pas où ça s'en va, ça nous donne des surprises. Bien, le quantique, en fait, je pense que c'est une des belles surprises du dernier siècle. Sur ça, je vais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup.